Bonsoir. Au Cameroun, environ 18 000 femmes sont atteintes de fistules obstétricales. Les victimes, dont l'âge varie entre 15 et 45 ans, sont stigmatisées, la maladie étant mal connue du public. La fistule obstétricale est considérée comme l'une des causes majeures de la mortalité maternelle et néonatale au Cameroun. La journée mondiale de lutte contre cette pathologie, c'est le 23 mai. Pour cette année, les autorités sanitaires veulent déstigmatiser la fistule obstétricale à travers une communication adéquate d'une part et d'autre part une invitation à la mobilisation massive pour soutenir l'élimination de cette maladie. Même si les fistules obstétricales peuvent être soignées grâce à une chirurgie réparatrice, la prévalence n'a pas beaucoup évolué au Cameroun. Depuis 2011, la proportion de femmes vivant avec la fistule obstétricale est passée de 23 à 22%, soit moins de 1% en 10 ans. Qu'est-ce qui fait problème? Qu'est-ce qu'une fistule obstétricale? Quelle en est la cause et comment remédier? Avec notre invité de ce soir, nous ferons une grande leçon d'obstétrique et ça tombe bien, il est gynécologue obstétricien. Chargé de cours à la Faculty of Health Sciences de l'Université de Buea, c'est dans la région du Sud-Ouest. Il est également consultant à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala. Le docteur Roger Tchounzou est assis ce soir, Robert Tchounzou est assis ce soir dans le fauteuil rouge. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame, et merci de m'inviter. C'est bien Robert. Merci. Robert comme le petit Robert. Comme le petit Robert, c'est le petit nom qu'on m'a donné, que ce soit au lycée du Madingouba, où j'ai fait mes études secondaires, ou bien en faculté de médecine et des sciences biomédicales, où j'ai fait à la fois des études de médecine générale et des spécialisations. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de me convier à cette conversation avec vos téléspectateurs et surtout vos téléspectatrices qui sont nombreuses, je le sais. Alors notre émission de ce soir est purement didactique et pédagogique. Il est surtout question de cerner les contours de cette maladie, de la déstigmatiser afin de mieux accompagner les malades. Alors, docteur, nous n'allons pas passer par 4 chemins déjà. De façon basique, qu'est-ce qu'une fistule obstétricale? Commençons par définir la fistule. La fistule, avant d'y ajouter le substantif obstétrical. La fistule, c'est simplement une communication anormale, un trou anormal qu'on crée entre deux organes. On peut même quitter les organes du corps humain pour prendre deux structures externes. Si dans votre maison, un bandit vient rentrer chez vous par effraction et fait un trou dans le mur, on peut dire de façon romantique qu'il a fistulisé entre l'extérieur et l'intérieur de votre maison. Donc la fistule, c'est une communication ou bien un trou anormal qui se crée entre deux organes et donc qui font que d'un côté que de l'autre, les éléments appartenant à l'un ou l'autre organe peuvent passer invariablement de l'un ou de l'autre côté. Maintenant, quand on se retrouve en obstétrique, c'est-à-dire chez la femme enceinte, c'est surtout la communication entre la vessie et le vagin, d'une part, ce qui forme la fistule vésico-vaginale, ou encore la fistule des urines, ou entre la vessie et le rectum, ça va faire ce qu'on va appeler la fistule recto-vésicale, ou alors entre le rectum et le vagin, ça va constituer la fistule recto-vaginale, c'est-à-dire l'écoulement des selles dans le vagin. Donc voilà de façon basique ce que constitue la fistule obstétricale. D'une part, l'écoulement des urines, c'est-à-dire la communication entre la vessie et le vagin, ce qui fait que de façon continue, la patiente va perdre les urines à travers le vagin, ou alors la communication entre le rectum et le vagin, dont les selles vont couler à travers le vagin. Alors, quelles peuvent être les causes ou alors les facteurs de risque?
Très bonne question. Les facteurs de risque de la fistule obstétricale sont nombreuses et elles sont prévenables parce que ce sont des facteurs qui peuvent être liés à la patiente elle-même et surtout aux praticiens. D'accord. D'abord, prenons les facteurs liés à la patiente. Les facteurs liés à la patience, malheureusement, c'est des facteurs sur lesquels on ne peut pas beaucoup agir parce que c'est souvent la pauvreté, c'est la malnutrition. Quand je dis qu'on ne peut pas agir, je parle de façon un peu prosaïque parce qu'on peut agir sur la pauvreté. Mais sur le plan individuel, il est peut-être difficile de dire à la personne elle-même que pourquoi vous naissez pauvre. Mais il y a la pauvreté, il y a la malnutrition, il y a l'analphabétisme, en ceci que l'analphabétisme fait que l'on ne soit pas en mesure de savoir, de connaître les facteurs qui vous exposent à la maladie. Il y a l'analphabétisme parce que également l'analphabète ne sait pas qu'il faut aller chercher les soins dans les milieux spécialisés quand on est enceinte. Donc, il y a des facteurs liés à la patiente. Il y a l'âge de la première grossesse. Donc, les grossesses précoces sont un facteur important en ceci que la grossesse est présente dans un organisme immature, un organisme qui n'est pas suffisamment préparé pour s'adapter à tous les changements que la grossesse et surtout l'accouchement demandent, dont les accouchements. Et maintenant, il y a des facteurs qui sont liés aux praticiens. Le praticien, c'est-à-dire l'accoucheur et l'obstétricien que nous sommes, devrait être capable de détecter les facteurs de risque à l'avance et surtout de bien conduire les accouchements de manière à détecter des situations au cours de la grossesse qui peuvent exposer à une éventuelle fistule et de les résoudre avant que la fistule ne s'installe. Donc voilà en gros quelques facteurs. Bien entendu, il y a d'autres facteurs qu'on pourra discuter. On ne peut pas être exhaustif. D'accord. À vous entendre, ça veut dire que est-ce qu'on peut prévenir? Ça veut dire qu'on peut la prévenir. Oui. Mais est-ce que si on peut avoir des symptômes, je veux dire, je pose comme ça la question, est-ce qu'on a terminé d'accoucher avant de constater qu'on a une fistule ou pendant l'accouchement, la patiente peut savoir déjà que ça ne va pas? Très bien. Généralement, les fistules obstétricales peuvent être suspectées pendant l'accouchement parce qu'elles découlent d'une situation, le plus souvent des grossesses prolongées, des accouchements prolongés. Donc, comme je le disais, si dès le départ, vous avez identifié le groupe des parturientes qui puissent être à risque, c'est-à-dire les adolescentes de 15 à 16, 17 ans qui sont enceintes, vous savez déjà qu'elles ont un bassin probablement immature. Si en plus, au cours du travail, vous les laissez traîner 1, 2, voire 3 jours, comme cela se passe souvent, vous êtes susceptible de laisser progresser une situation où les organes qui sont impliqués dans la fistule, c'est-à-dire la paroi vaginale et la paroi vésicale, ces organes sont donc fragilisés à cause d'un contact prolongé en position anormale, avec les vaisseaux qui les vascularisent, qui subissent soit une ischémie ou l'ischémie, c'est simplement qu'on a comprimé le vaisseau qui arrive et le sang n'y arrive plus. Ces organes sont donc fragilisés et donc susceptibles de se percer, pour parler comme au quartier. Donc, avec ça, vous pouvez déjà suspecter. Vous voyez une jeune dame qui est arrivée avec un travail qui dure 3-4 jours. Et si vous ne réagissez pas à temps pour lui faire une césarienne pour enlever son bébé,
vous l'exposez déjà à une éventuelle fistule. Mais je dois préciser que pour dédouaner un peu le personnel du corps médical auquel j'appartiens, c'est que la remarque est quand même que le plus grand nombre de fistules se déroulent dans les accouchements faits à domicile. Ça veut dire que ces phénomènes que nous venons de décrire, c'est-à-dire la fragilisation des organes impliqués dans la fistule, se déroulent sans témoin, au moins sans témoin, du moins sans témoin averti. Et donc la fistule a le temps de s'installer librement. Donc la patiente arrive quand le travail a commencé depuis plusieurs jours, peut-être quand il y a complications. Voilà, quand il y a déjà complications, et même la césarienne, qui normalement devait être salvatrice, n'arrive plus à résoudre le problème. La fistule s'installe quand même malgré l'acte médical. Mais il faut dire également que nous, pour revenir à nous, personnel de santé, parfois le malade est dans l'hôpital. Le malade est dans l'hôpital et nous n'arrivons pas à détecter le problème à temps. À ce moment-là, nous sommes tout à fait accusables de ce qui se passe. D'accord. On comprend bien que ceci résulte d'un accouchement prolongé. Oui. Alors, logiquement, le travail doit durer combien de temps, qu'on soit primipare ou que ce soit les deuxièmes grossesses? Excellente question. Normalement, le travail actif, il faut diviser le travail entre deux phases. Le travail latent et le travail actif. Le travail actif, c'est quand vous avez des contractions, pour parler simple, pour que les gens comprennent, on dit que vous êtes arrivé en phase active quand le personnel de santé qui sait le détecter sait dit que ce travail ne peut plus s'arrêter. En théorie, votre col a dilaté de 4 cm. Mais comme ce n'est pas tout le monde qui sait mesurer en centimètres, disons que vous êtes arrivé en phase active de travail quand le travail ne peut plus s'arrêter. À ce moment-là, le travail ne doit pas dépasser les 12-14 heures de temps. Si ça va au-delà, il faut réévaluer pour voir s'il n'y a pas un problème. Et il y a des outils que l'on utilise en salle d'accouchement, notamment un outil important qu'on appelle le parthogramme, que l'on utilise pour savoir si on est allé au-delà du temps, le temps normal que le travail devait durer. Et cet outil permet de s'arrêter, de réévaluer la situation, de voir s'il faut augmenter les contractions, parce que le travail, c'est les douleurs qui permettent de pousser le bébé dehors, qu'on appelle des contractions, qu'on peut augmenter. On a les moyens de donner des médicaments pour dire que non, ces contractions sont là, mais elles ne sont pas suffisantes. Ou alors de voir qu'il y a un obstacle, que voilà, cette dame, elle contracte suffisamment bien, mais son bébé ne peut pas passer parce que soit le bassin est petit, soit la position que la tête a prise est mauvaise. À ce moment-là, il ne peut pas passer. Si on insiste, il va passer en créant des dégâts. Et ces dégâts-là peuvent être source de fistules plus tard. Donc, si le travail va au-delà d'un temps physiologique de plus de 6 à 12 heures, il faut s'arrêter, évaluer et prendre la bonne décision. Donc là, c'est peu importe qu'on soit primipare ou pas. Maintenant, quand je donne la marge de 6 à 12 heures, c'est que j'inclus les deux groupes. Si on est primipare, c'est là où on va jusqu'à 12 heures et peut-être même jusqu'à 14 heures. Si on est multipare, après 6 heures, s'il y a des bonnes contractions, vraiment, il ne faut plus attendre. Voilà. Alors, comment réparer une fistule obstétricale? La fistule, peut-être même avant d'arriver à la réparation de la fistule obstétricale, il faut même dire nous avons déjà dit un mot sur la prévention. La prévention
c'est-à-dire de sélectionner les patients à chaque fois. Et cette sélection se fait lors des consultations prénatales. Donc la première chose, il faut s'adresser à nos mamans, nos sœurs, nos épouses à la maison. Ce n'est que parce que lorsque vous êtes enceinte, vous vous dirigerez dans un hôpital ou dans un centre de santé que un personnel formé, après avoir pris votre histoire, parce qu'on prend votre histoire de façon globale, on peut vous dire que vous avez une très petite taille et donc vous êtes susceptible d'avoir un accouchement compliqué. On peut vous dire qu'à cause de votre jeune âge, vous êtes susceptible d'avoir des petites complications. Donc, bref, on va prendre votre histoire et on va vous dire, madame, vous risquez tel ou tel. Ou alors, non, on va vous surveiller, mais vous n'avez pas de facteur de risque particulier. Donc, si on fait cette étape-là, déjà, on arrive à réduire d'une certaine proportion. Mais ça s'adresse maintenant aux femmes enceintes elles-mêmes, parce que c'est elles qui doivent se décider à aller à l'hôpital ou pas. Au personnel de santé qui les reçoivent, bien prendre le temps de prendre l'histoire correcte et déjà d'avoir, on peut dire, une cohorte des malades chez qui on suspecte des probables complications qui peuvent amener à une césarienne ou à prendre une autre mesure. Et puis, au cours du travail, être suffisamment vigilant pour décider d'une césarienne quand elle est indiquée à temps. Parce que c'est le retard dans l'indication de la césarienne qui peut être pourvoyeuse de fistule plus tard. Bon. Et comme la fistule peut également être se constituer au décours d'une césarienne, on va appeler à l'attention de tous les obstétriciens qui pratiquent les césariennes de faire attention au cours de la césarienne. Donc voilà la première chose. Mais si malgré toutes ces mesures-là, on est quand même face à une fistule, on peut la réparer. La réparation, il y a des techniques, on ne va pas rentrer dans les techniques chirurgicales parce que le grand public ne voudrait pas comprendre. Mais la réparation, c'est simplement, puisque nous avons dit au début qu'il y a un trou qui est constitué entre deux organes, un orifice anormal, il s'agit d'aller refermer cet orifice-là. Les techniques sont telles que parfois, on est obligé d'aller emprunter un tissu ailleurs pour venir fermer ce trou, ce qui n'est pas toujours facile. Donc on fait ce qu'on appelle une autogreffe, parce que l'orifice est tellement... Mais sinon, si les tissus ne sont pas totalement délabrés, il s'agit simplement d'aller séparer les deux organes. Si c'est par exemple, la fistule est constituée entre la vessie et le vagin, il faut aller fermer le vagin à part, c'est-à-dire séparer le vagin de la vessie et refermer chaque organe de son côté. Ça, c'est le traitement chirurgical. Maintenant, il y a d'autres traitements qui vont accompagner ça. Peut-être que nous allons rentrer dans ce détail plus tard. Est-ce que ce traitement, pour accompagner, c'est des comprimés, est-ce que ça va aller agir sur la blessure? Parce que quand vous nous parlez d'ouverture, si on se dit que l'unique voie, c'est peut-être une opération. Oui, bien entendu. Quand on fait une opération, maintenant, indépendamment du type ou bien de la raison pour laquelle on a fait l'opération, vous aurez mal. Donc, on va vous donner des comprimés pour traiter la douleur. Indépendamment de la cause qui a amené à vous opérer, vous risquez une infection. Donc, on va vous donner des antibiotiques. Et là encore, quand c'est une fistule, parce que l'urine, même comme elle est stérile, quand elle rentre dans d'autres organes, n'est plus stérile. Donc, il faut vous donner des antibiotiques pour éviter que vous ne fassiez des infections consécutives au passage de l'urine ou bien des fesses. Donc, on va vous donner des antibiotiques.
on va vous donner d'autres médicaments en fonction des autres complications que vous pouvez présenter. Mais le traitement spécifique, ce qui soigne la pathologie, c'est-à-dire ce qui soigne la fistule, c'est cette... La chirurgie réparatrice. Voilà, cette chirurgie réparatrice-là. D'accord. Donc, on a compris que il n'y a pas que... Il y a plusieurs types de fistules. Oui. En dehors de l'accouchement prolongé, la fistule peut également avoir d'autres causes. Oui. On parle de traumatique ou infectieuse. Oui. Expliquez-nous cela. Évidemment, si on quitte le domaine obstétrical, les fistules peuvent se constituer en raison des autres facteurs, notamment, vous avez cité des infections. Vous pouvez avoir une infection grave, même une infection. Vous pouvez avoir la tuberculose, d'un organe, tuberculose vésicale et tout ça. Et l'évolution de la tuberculose, le mécanisme est le même, la fragilisation de la paroi des organes impliqués dans la fistule. Cette fragilisation-là crée un pertuis entre ces organes-là. Ça peut être une infection, ça peut être des traitements, notamment si vous recevez des irradiations pour une maladie, pour une cause ou pour une autre. Vous avez par exemple un cancer et puis le traitement c'est la radiothérapie. En vous donnant, en recevant la radiothérapie, peut-être pour des raisons de dose mal maîtrisée, pour d'autres raisons, je n'en sais pas trop, mais toujours est-il que ça peut être consécutif à un traitement de radiothérapie, par exemple. Vous l'avez également évoqué, ça peut être traumatique. Si vous recevez un poignard, un coup de poignard, à travers, je ne sais pas moi, le vagin ou quoi, ou même si vous chutez et que vous atterrissez par les fesses sur un objet pointu, tranchant, il se peut que ça transperce et le vagin et la vessie et que au cours de cet accident que vous ayez une fistule qui se constitue si ce n'est pas réparé immédiatement. Il y a la fistule post-chirurgicale. Au cours, chez nous, les gynécologues obstétriciens, nous avons une opération qui consiste à enlever l'utérus, l'hystérectomie. Au cours de l'hystérectomie, vous pouvez causer une fistule, c'est-à-dire une communication entre la vessie. Vous pouvez léser la vessie et ne pas la voir, parce que si vous la voyez, vous la réparez immédiatement. Après, vous créez une communication entre la vessie et le vagin ou un autre organe. Donc la fistule n'a pas seulement pour unique cause la fistule obstétricale. Bon, peut-être qu'on parle beaucoup plus de fistule obstétricale au regard des victimes et du côté handicapant que la maladie a sur les patientes. Absolument, absolument, parce que c'est ça, je crois même que c'est ça le côté le plus, c'est ça qui fait l'intérêt du sujet. Parce que, disons que même si la prévalence de la fistule est encore anormalement élevée, elle n'est pas quand même la chose la plus élevée dans notre pays. Mais simplement que même si on a un seul cas, parce que je peux vous dire qu'en tant que gynécologue obstétricien qui a pratiqué pendant bientôt 18 ans la gynécologie, je n'en ai pas vu plus d'une dizaine. En tant qu'individu, je n'en ai pas vu plus d'une dizaine dans mes consultations. Cela veut dire quand même que ce n'est pas si, il n'y en a pas si ça, mais quand vous en voyez une seule, c'est tellement marquant parce que c'est une personne qui, la douleur n'est pas forcément due à ce qui se passe. Vous imaginez une dame qui a les urines qui coulent à travers le vagin tous les temps et qui doit vivre constamment avec des serviettes, qui doit vivre constamment avec une odeur qu'elle perçoit elle-même et dont elle pense que le voisin perçoit tout le temps, même si on ne le perçoit pas. Elle pense que tout le monde perçoit comme elle. Donc, elle est la première à créer un stigma dans sa tête, à se stigmatiser.
Et en plus, elle est vraiment, le plus souvent aussi, stigmatisée par son époux, par les membres de sa famille, par la communauté. Elle est une dame qui peut être une jeune dame, parce qu'à l'issue, on a dit que c'était les adolescentes. Hein. Elle peut être une jeune dame et c'est son premier accouchement. Elle a peut-être 17 ans. Voilà une jeune dame qui ne va pas faire les rapports sexuels parce que son mari ne pourra plus la considérer comme quelqu'une avec qui il est normal de faire des rapports. Elle, et je crois qu'il y a tellement de problèmes, il y a tellement d'handicaps, il y a tellement... L'impact psychologique est tellement grand que je me souviens que le professeur Pierre-Marie Tébeu, qui est le monsieur fistule du Cameroun, mais qui est celui qui peut parler des fistules avec autorité parce que les plus grandes publications ont été faites par lui. Il a écrit des livres dessus. Je me souviens qu'il décrit la tendance suicidaire qu'on retrouve chez ces dames-là. Hein? Elles manifestent, la plupart manifestaient. Je vais parler peut-être au passé pour dire qu'il y a quand même un progrès. Manifester avant les tendances suicidaires. Parce que si vous êtes rejeté, ajoutez à ça le fait qu'on va peut-être revenir sur le traitement. Parce que le résultat du traitement n'est pas toujours bon. Bon, oui. Vous ajoutez à ça le fait que c'est une maladie où vous allez partir et puis vous allez vous faire traiter, ça va récidiver, ça va revenir. Vous pensez que ces femmes-là, certaines de ces femmes-là, disaient que ça ne vaut pas la peine de continuer de vivre dans cet état-là. Donc, la pathologie obstétricale, la fistule obstétricale est une pathologie qui mérite qu'on en parle, qui mérite qu'on s'arrête et qu'on sensibilise les gens, non seulement pour que cela n'arrive pas, mais on va voir aussi qu'aujourd'hui, avec les efforts du gouvernement et les efforts des praticiens, c'est une maladie qu'on arrive à soigner. Je crois que on va insister beaucoup sur le fait qu'on la soigne, la fistule obstétricale. On la soigne et on la soigne bien, pourvu que les malades ne se cachent pas. Parce que ce que nous n'avons pas dit, l'aspect que nous n'avons pas vu, c'est que cette stigmatisation des patients fait qu'on se cache des fistules. On se cache des fistules. J'ai dit que je n'ai pas vu beaucoup en presque 18 ans. Peut-être parce que vous êtes de ce côté. Oui, peut-être parce que... Dans le Grand Nord, dans les régions de l'Est, voilà. Le taux de prévalence est élevé. Et même peut-être que même de ce côté, on se cache. Ouais. Peut-être. Parce que je me souviens que nous n'en voyons pas trop, n'en voyons pas beaucoup, mais quand le bateau de Mercy Ship s'est quand même accosté à Douala, on a quand même eu près de 80, une centaine de cas qui s'est présentés, qui ne venaient pas tous des régions septentrionales ou bien de l'Est. Cela veut dire que peut-être que nous sous-estimons, et c'est pour ça que notre approche devrait être d'être plus humanisant vis-à-vis des patients. Parce que si nous avons une attitude moins stigmatisante, nous aussi, nous allons attirer les malades vers nous et ils viendront nous dire leurs problèmes. Parce que une des clés du succès dans la fistule, c'est de la reconnaître à temps, de mettre une stratégie thérapeutique efficace à temps. Parce qu'il ne faut pas échouer la première fois. Quand on échoue une première fois, la réparation devient plus compliquée. Difficile. Justement, pour déstigmatiser ou alors déstigmatiser, c'est l'objectif visé cette année par les autorités sanitaires. Et elle précise à travers une communication adéquate. Moi, je voudrais savoir la communication de qui? Du personnel de santé ou la communication des communicateurs? Qui doit communiquer et dans quel sens la communication doit aller? Excellente question. Moi, je pense que la communication, c'est la communication de tout le monde. Maintenant, il faut qu'il y ait un initiateur de la communication. Le moteur, c'est-à-dire que le déclencheur de cette communication doit être l'expert.
celui qui connaît. Maintenant, comme l'expert est encadré par le ministère de la Santé, donc l'expert offre ses services au ministère de la Santé qui a une stratégie globale de santé de tous les Camerounais. Et je pense que le professeur Tebe Pierre-Marie, en collaboration avec le ministère, organise chaque fois des campagnes et même des séminaires pour former. Ce n'est pas parce qu'on est gynécologue obstétricien que forcément on sait réparer, on sait tout faire. Donc il y a des séminaires de formation des médecins à la prise en charge spécifique de la fistule pour que ça ne se récidive pas et même pour que la maladie devient moins stigmatisante. Donc, le ministère de la Santé, avec les experts qui sont les praticiens qui sont à leur disposition, organise une stratégie de communication. Maintenant, cette stratégie doit être disséminée à travers les médias et vous êtes en train de faire votre part. Vous me tendez le micro, on converse, mais ce n'est peut-être pas suffisant. Peut-être que après cela, aller vers les malades qui ont été guéris de la fistule. Parce qu'elles peuvent encore mieux communiquer que nous. Elles ont vécu dans leur chair et maintenant elles ont récupéré de tous ces stigmas, elles ont récupéré des dommages physiques qu'elles avaient. Elles ont repris leur activité sexuelle, elles ont été réintégrées dans la société. Elles peuvent dire aux autres femmes qui seraient tentées de cacher la maladie par honte ou bien par peur d'être stigmatisées par les populations, voici ce qu'il y a à faire. Donc la communication, pour me résumer, devrait commencer par le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé qui utilisera les experts qui utilisent des séminaires ou des colloques et, bien entendu, les médias jouent un rôle important. Les médias, à travers les médias, on peut même susciter la création des associations des femmes qui ont eu, parce que ce n'est peut-être pas facile, c'est peut-être plus facile à dire, mais je pense qu'une dame qui a eu une fistule et qui en est guérie, si elle vient à la télé témoigner fièrement et dire aux gens, moi j'ai souffert de ceci, elle peut être mieux écoutée. Mais ce n'est qu'une opinion. Hein. Est-ce que vous ne pensez pas que, puisque la fistule peut être, on peut la prévenir, oui. Est-ce que, selon vous, il n'est pas également important, parce qu'on va parler dans les médias, ce n'est pas sûr que la dame qui est à Kolofata ou à Lolo 1, là-bas dans la région de l'Est, va regarder cette émission. Est-ce que les personnels de santé ne devraient pas se rapprocher de ces zones-là, c'est-à-dire entrer dans les zones vraiment reculées pour sensibiliser déjà ces femmes sur le fait qu'elles devraient faire des consultations prénatales et prévenir ces maladies-là? Je pose la question parce qu'on a constaté quand même que le personnel de santé ne va pas beaucoup dans les zones reculées. Excellente question. Hein? Non, vous avez absolument raison. Non, il y a les stratégies. J'ai travaillé un peu dans le district. Il y a le district, on parlait des stratégies fixes et les stratégies mobiles. Oui. Notamment quand on fait les vaccinations. On peut organiser ces stratégies-là et on fait les campagnes, des causeries sanitaires un peu partout. Je pense que c'est des stratégies déjà conçues. Mais on ne va pas se mentir, elles ne sont pas forcément effectives. Sur le papier, les stratégies sont faites comme vous dites là. Bon, maintenant, les ressources ne sont pas toujours suffisantes pour, soit parce que le personnel qu'on affecte dans les zones reculées n'y va pas toujours. Et je peux vous dire que dans mon village, il y a un centre de santé depuis une dizaine d'années. Je ne connais pas un seul personnel de santé qui y a mis plus de 2 mois. Les herbes ont déjà envahi le centre de santé parce que c'est enclavé, parce qu'il n'y a pas de route. Donc vous avez parfaitement raison. Ce qu'il faut faire, c'est que de temps en temps, il faut s'y rendre. Vous avez d'autant plus raison que en
En 2007, encore 2007, on voyait qu'il y a des régions dans le Cameroun où 74% des accouchements se faisaient à domicile. Et donc, c'est parmi ces accouchements qu'on recrutait le plus de fistules. Il faut donc communiquer pour dire à ces gens-là que si vous restez à la maison, on ne découvrira pas. Mais est-ce que c'est suffisant de communiquer? Heureusement que le ministère de la Santé, on est en train de parler de la couverture sanitaire universelle, hein, qui, je pense, a commencé. Hein. Ça a commencé parce que les... Ça a vraiment commencé, docteur? Est-ce que les consultations prénatales dans les hôpitaux des districts sont gratuites. Les consultations jusqu'à maintenant. Donc je pense que peut-être qu'on fait certaines choses, mais qu'on n'a pas, les populations ne sont pas toujours averties. Mais qui devrait les avertir? Question... Le personnel de santé d'abord. Oui, voilà, vous voyez, vous m'embarrassez parce que vous avez à la fois raison, vous avez à la fois raison et j'ai envie de défendre le personnel un peu. Bon, défendez le personnel. Parce que le personnel de santé, vous imaginez, il n'a pas de ressources qu'on met à sa disposition pour aller faire les activités outreach, comme on dit en anglais. Il sait que pour arriver... Quand vous êtes à l'hôpital et que vous voyez que j'ai devant moi une complication, elle est due au fait que ma patiente a probablement beaucoup duré à la maison parce qu'elle ne savait pas. Vous vous dites que pour résoudre ce genre de problème, il faut que j'aille dans la communauté le dire. Mais pour que vous alliez dans la communauté le dire, il faut que vous ayez les moyens. Il faut que vous ayez un véhicule, par exemple. Et que si vous avez le véhicule à disposition, il faut que vous ayez le carburant. Et il faut que vous soyez remplacé à votre poste en ville quand vous y allez. Vous voyez que c'est une stratégie assez complexe. C'est pour ça que je dis qu'en même temps, vous avez raison. En restant à l'extérieur, on va dire que oui, c'est le personnel de santé, mais je pense que c'est le système, plus globalement. Et c'est pour ça que je dis que sur le papier, c'est organisé comme ça. Le ministère de la Santé s'organise comme ça. Mais est-ce que ça se fait? Je serais un gros menteur si je dis que ça se fait comme ça. D'accord. À cela, il faut également ajouter un volet un peu, je dirais, important, les grossesses précoces et rapprochées. À ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Question difficile parce que les grossesses rapprochées, entre guillemets, sont même des grossesses illégales. Il y a une loi au Cameroun qui définit un âge de la majorité. Les grossesses précoces. Ou rapprochées parce que non, je parle des grossesses précoces. La plupart se déroulent dans le cadre du mariage, entre guillemets. Mais il y a un âge légal. C'est en ça que je dis que il y a un mariage, mais qui n'est pas respecté parce que si on veut peut-être respecter ça dans nos sociétés traditionnelles, on risque de créer un autre problème. Mais ce n'est pas à nous. On va peut-être oser pour dire qu'il faudra bien un jour qu'on se décide de s'attaquer aux traditions néfastes. Parce que si on pousse la tolérance administrative au point de s'exposer à des maladies graves comme la fistule, c'est quand même difficile d'accepter. C'est pour ça que je dis que c'est un problème complexe. Quand ça se passe dans le cadre du mariage, nous sommes bien obligés de dire que les mariages précoces sont néfastes. C'est dangereux. Mais ce n'est pas à nous d'aller faire ça. L'État, le gouvernement peut prendre des mesures pour interdire ce genre de mariage. Bon, maintenant, on va me poser la question que interdit veut dire quoi? Si les gens partent vivre ensemble et qu'ils ne font pas d'acte de mariage, il faut aller les mettre en prison et tout. C'est complexe. Donc, vraiment, mais c'est un problème qu'il faut réfléchir. Maintenant, les grossesses précoces ou rapprochées, ça participe de l'éducation.
L'éducation qui doit commencer au niveau des familles, à l'école, à l'hôpital. À l'hôpital, je crois qu'en tant qu'obstétricien, je suis en mesure quand même de dire que chaque fois, au cours des consultations prénatales, nous avons des séances de causerie éducative, causerie de groupe, au cours desquelles on parle des sujets comme ça. On parle des sujets, ce n'est peut-être pas suffisant. En plus, chaque fois que nous avons des adolescentes qui sont enceintes, qu'elles soient en clinique privée ou en clinique, je crois que l'obstétricien prend le temps. Sans la stigmatiser, parce que si aussi pendant qu'elle est enceinte, vous le faites avec tact. Mais vous la prenez peut-être après l'accouchement, vous lui dites que attendez, nous on ne sait pas si cette grossesse était volontaire ou quoi, sachez que tel. Donc, ça fait partie du package de soins que les obstétriciens offrent. Mais ça ne peut pas être suffisant. Il faut que la société s'y mette. Avec l'éducation, mais il faut aussi qu'il y ait un peu de répression. Parce que si on se limite à l'éducation seule, les gens peuvent prendre ou pas. Le cas des mariages précoces. Si on s'arrête à simplement la sensibilisation, parce que les organismes comme l'UNFPA, l'UNESCO et tout ça, ils en parlent tous les temps. Mais est-ce que cela change? Il faut que cela soit intégré dans les lois. Oui, pour que les gens puissent être poursuivis, par exemple. Je suggère quelque chose. Il y a un âge pour le mariage au cas. Voilà. Malheureusement, qui n'est pas respecté. Alors, est-ce que ceci peut justifier, alors quelques-unes de ces raisons-là justifient que la fistule, bien qu'elle soit un problème mondial, que les statistiques soient très élevées en Afrique? Oui, oui. Je crois que c'est ça qui justifie, parce que la fistule obstétricale est presque exceptionnelle dans les pays développés. Et même si on prend le Cameroun, si vous voyez les zones urbaines et les zones rurales, les zones urbaines, et je vous dis, elles sont exceptionnelles. On peut le dire. Donc ce n'est même pas seulement chez les Blancs. À l'hôpital gynéco-obstétrique, si nous avons traité 3 ou 4 fistules, ce ne sont pas des fistules nées à l'hôpital gynéco, c'est les fistules qu'on a référées parce qu'il y a un spécialiste, le professeur Mboudou et son équipe, qui sont à mesure de traiter. Donc nous, on n'a pas eu de fistule. En 5 ans, je ne suis pas sûr que l'hôpital général, depuis de nombreuses années, ait eu. Je ne suis pas sûr. Donc, la fistule est quand même quelque chose lié à des facteurs plus ou moins maîtrisables. Et je pense, vous avez dit dans l'introduction, et vous avez raison, que la prévalence n'a pas beaucoup chuté, mais il y a la différence entre la prévalence et l'incidence. D'accord. La prévalence, c'est qu'on prend toute la population camerounaise et on voit combien ont souffert. C'est là que vous êtes parti de 23 à 22, voilà. En 10 ans. Voilà. Mais l'incidence, c'est-à-dire que les nouveaux cas, Oui. depuis qu'on a commencé, depuis 2007, où le professeur Tebe s'est lancé dans la campagne avec le ministère, l'incidence est moindre. Parce que maintenant, on a quand même 18 000 cas, docteur. Oui, on est passé, on a changé. Bon, 18 000 cas, ce ne sont pas des cas actifs. C'est des cas de personnes qui ont eu. Ce ne sont pas, on n'a pas 18 000 cas de femmes fistuleuses. C'est des femmes qui ont eu la fistule, au moins une fois. Voilà. Et il y en a parmi les 18 000 qui sont guéris. On est passé, par exemple, quand le professeur TB faisait les premières études, on voyait qu'il y avait sur 5 000 accouchements dans la région du Septentrion, par exemple, environ 450 qui souffraient de fistules dans les premières années. Maintenant, on a moins de 300. Il y avait beaucoup, c'est-à-dire qu'en restant à Maroua, ils se rendaient compte qu'ils n'en voyaient pas. Mais quand on organisait les campagnes de fistules, les gens qui sortaient de la brousse venaient nombreux. On en avait une centaine. Maintenant, quand on lance la campagne, on a une dizaine. On en a en dizaines. Ça veut dire que
la sensibilisation s'est faite. On a créé des pôles de traitement. Actuellement, à l'hôpital régional de Maroua, le docteur Oussing soigne les fistules de façon permanente. On n'attend plus les campagnes. Une fois par an, peut-être lors de la journée, on fait quand même une campagne. Mais on se rend compte que le nombre de malades qui arrivent n'est plus aussi important. Cela veut dire qu'il y a un effet qui se fait, il y a un vrai impact de ces sensibilisations-là. Alors, on est un peu allé très loin du sujet, on va encore un peu recentrer le débat. Tout à l'heure, vous avez cité plusieurs types de fistules. Je vais prendre juste deux pour savoir si elles peuvent avoir la même cause. Par exemple, recto-vaginal ou vésico-génital. Vésico-vaginal. Oui. Voilà. Est-ce que là, on peut dire que c'est la même cause? C'est la même cause. C'est la même cause. C'est-à-dire que c'est la même cause en fonction de l'impact. Maintenant, j'ai cité des causes, par exemple, un travail obstructif, un travail prolongé à cause d'un obstacle. Il peut aussi avoir une déchirure mal réparée. Une déchirure mal réparée. Là, c'est plutôt le rectum qui sera parce que c'est en arrière. Il y a les déchirures sont classées en degrés en fonction de la structure qui est déchirée. Donc, ça peut concerner n'importe qui. Vous faites un accouchement normal, même dans un grand hôpital, et vous vous déchirez, et puis on répare mal. On répare mal, ça lâche. Vous arrivez à la maison et subitement, vous voyez les selles sortir par le vagin. Nous avons eu un des cas récents que nous avons eu avec un personnel de santé en plus qui a accouché à l'est du Cameroun, qui elle-même infirmière, a accouché dans l'hôpital où elle exerçait. Et puis, une de ses collègues lui a fait la réparation qui était mauvaise et ça s'est fini. Bon, Dieu merci, elle a bénéficié des soins à l'hôpital gynéco et elle est totalement guérie. Mais je peux vous dire que même malgré le fait qu'elle avait la connaissance qu'elle peut guérir et que tout ça là, les 3 ou 4 mois que ça a duré, elle était affectée. Elle était affectée, nous avec, parce que quand elle est tombée à votre consultation et que vous l'avez bien reçue et que vous lui promettez, vous ne dormez plus aussi, avec les SMS et tout ça, parce que maintenant vous vous culpabilisez même parce que si ça échoue, c'est que... bon, donc, même une déchirure mal réparée peut être donnée une fistule recto-vaginale en arrière. D'autres choses qui peuvent causer des fistules, par exemple, c'est les accouchements instrumentaux. On utilise une ventouse ou bien des forceps. Voilà. Donc les causes, ça peut être, maintenant ça dépend de l'impact de l'impact de l'obstacle. Si l'impact est en avant, ça va plutôt causer la fistule entre la vessie et le vagin. Si c'est en arrière, ça va causer, mais c'est les mêmes causes. D'accord. Tout à l'heure, on parlait du volet accompagnement. Oui. Avant peut-être de prolonger sur l'accompagnement psychique, vous avez dit qu'on peut réparer et ça ne marche pas. Oui. Là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut être la cause et comment faire donc pour une réparation complète? La première cause des échecs de réparation, la toute première cause, c'est qu'elle soit réparée par celui qui n'a pas l'expertise. D'accord. Et il faut dire qu'avant, nous n'avions pas cette expertise. Et comme je vous ai dit, il ne suffit pas d'être gynécologue obstétricien pour tout faire. Une maladie à laquelle vous n'êtes pas habitué, ce n'est pas parce que vous êtes gynécologue, parce que même
dans la spécialité, il faut se remettre à niveau chaque fois. Donc une maladie rare comme celle-là, vous pouvez être le plus grand, vous ne le saurez pas. Et donc si vous n'avez pas le réflexe que quand vous voyez une fistule, vous l'envoyez vers ceux qui sont habitués, vous allez la réparer comme on répare n'importe quelle plaie, elle va lâcher. Parce que c'est un endroit qui est constamment mouillé. Hein? Si vous la suturez, comme vous suturez n'importe quelle plaie qui sera là, ça va se couper. Et une fois que ça s'est coupé, parce que il y aura soit de la fibrose, c'est-à-dire que ça va commencer à faire du tissu qui devient fragile, ça va lâcher plusieurs fois. J'en connais qui ont fait 5-6 traitements, hein, qui heureusement ont trouvé la solution quand les experts de Mercy Ships et autres sont venus avec d'autres techniques plus sophistiquées ou bien avec qui ont réussi. Mais même eux, ils ont échoué dans certains cas. Donc la fistule, ça peut échouer deuxièmement à cause de la complexité de la fistule. Il y a des fistules simples, c'est-à-dire que c'est un petit trou. Et il y a des fistules compliquées, c'est-à-dire que ça peut être déchiré à plusieurs endroits. Hein. Pour que les téléspectateurs comprennent, c'est que même chez vous, si on vient casser un mur et on casse juste un endroit comme si on avait créé une porte, c'est plus facile à réparer. Alors que si on vient, on perce partout, il faudra que vous dépensiez encore peut-être tout pour tout casser pour que ce soit harmonieux. Donc, on peut échouer à cause de la complexité de la fistule elle-même. On peut échouer parce qu'on a méconnu le problème, parce qu'on ne l'a pas vu et que ça s'est infecté. Quand c'est infecté, on ne peut plus réparer immédiatement. Il faut attendre, il faut donner des antibiotiques, il faut, entre guillemets, laver. Hein? Laver, un peu comme si vous avez du bois pourri, vous ne pouvez plus venir clouer dessus. Vous devez enlever toute la partie pourrie avant. Donc, il faut attendre que la plaie soit propre avant qu'on la répare. Et même réparer avec la bonne technique, il y a toujours un taux d'échec. Donc vous voyez que je fais le tour et quel que soit l'angle qu'on a, il y a quand même un taux d'échec qui est reconnu par les experts qui écrivent les livres dessus, qui vont vous dire que vous réparez 100, peut-être vous aurez 1, 2, 3 qui échouent. Qui échouent. Voilà. D'accord. Au-delà donc du volet physique, la fistule, tout à l'heure, on a parlé du volet mental. Oui. Est-ce que dans la prise en charge faite dans les hôpitaux, on tient compte du conjoint et de façon plus large de la famille? Oui. Oui, disons, bon, je dirais, je ne vais pas parler à la place de tous, je vais parler de ce qui doit être fait. Et c'est que la plupart des praticiens font. D'accord. Ce n'est pas seulement propre à la fistule, mais c'est encore plus important dans la fistule que chaque fois que vous soignez, on ne se limite pas à la prescription du médicament ou bien à la réparation chirurgicale. Il faut le conseil pour éviter, pour vivre avec, et même pour éviter, si c'est une maladie, qu'on peut recontacter. Et dans ce conseil-là, il faut intégrer tout le monde qui peut avoir une influence. Et nous avons vu tout à l'heure que la fistule est une maladie qui affecte la femme, parce que cela affecte la femme dans sa partie la plus intime, Oui. cela affecte forcément son conjoint. Et comme cela affecte son conjoint, cela affecte sûrement ceux qui sont proches au conjoint, la famille et même la communauté. Parce que n'importe comment. Et donc, une bonne prise en charge devrait intégrer le support psychologique à la dame, le support psychologique au conjoint et le support psychologique à tout membre de la famille qu'elle désigne.
Parce qu'il faut dire que pour les besoins de confidentialité, c'est elle et son époux seulement qui peuvent désigner d'autres personnes qui peuvent nécessiter le conseil du personnel médical. Nous n'allons pas commencer à dire que non, on appelle la famille, parce qu'elle peut même vouloir que ça s'arrête entre eux. Oui. Il y en a qui ont leur maladie et que ça reste, parce qu'elle se dit que dans ma famille, on va commencer à dire que c'est la sorcellerie, on va commencer à dire que mon mari a vendu mes fesses. Donc, elle et son époux, oui, on va les intégrer pour leur dire, le mari pour lui dire que non, votre époux, c'est un temps. Vraiment, vous allez, ce que vous allez faire, si vous pouvez même, il faut, l'amour, ce n'est pas simplement les rapports sexuels. Montrez-lui toute votre affection, ça va lui permettre de vivre le temps. Ça peut être 2, 3, 4 mois. Ce temps-là, il faut qu'elle sache qu'elle est toujours aimée, qu'elle est toujours votre chérie comme elle était avant. Et même de guérir plus rapidement. Voilà, elle va guérir plus rapidement. La dame, après, le mari peut dire vraiment, il y a mon frère qui s'inquiète beaucoup, ou bien ma femme. La femme me dit, il y a ma soeur qui ne comprend rien, elle s'inquiète beaucoup, est-ce que je vais guérir? Quand je lui parle, elle ne comprend pas, elle veut que j'aille chez le marabout, elle veut que... Je peux lui dire que non, si vous voulez bien, faites venir votre époux, votre soeur, votre maman, nous allons lui parler, nous allons lui expliquer. Mais ça, c'est elle qui doit désigner les personnes externes à qui elle voudrait qu'on lui donne nos conseils. D'accord. Est-ce que après une fistule, je prends l'exemple de la jeune fille qui a son premier accouchement. Oui. Malheureusement, elle a une fistule. Est-ce qu'après, elle peut, après guérison, elle peut refaire un autre enfant? Est-ce qu'elle Bien peut... entendu, bien entendu, bien entendu. Ça dépend du degré. Maintenant, c'est peut-être la voie d'accouchement. D'accord. Si la fistule était une fistule complexe, on peut avoir peur de la récidive. Oui. On va lui dire, madame, Arrêtez-vous. césarienne. Non, Ouais. on ne va pas lui dire d'arrêter. D'accord. Parce que la grossesse ne va pas lui créer de la fistule, c'est l'accouchement. Ok. Voilà, on va lui dire, madame, dès que vous êtes à 37 semaines, eh bien, on vous sort votre bébé. Tranquillement, on vous donne. Même quand c'est une déchirure simple, sans fistule, qui est un peu complexe, on lui dit que c'est l'occasion, vous me donnez l'occasion de parler un peu de la césarienne. Oui, ce n'est pas de sauter du coq à l'âne, parce que nous avons dit tout à l'heure que les fistules sont le résultat, souvent aussi le résultat du fait que les césariennes sont faites tardivement, ou bien que les indications. Mais pourquoi est-ce que c'est souvent fait tardivement? Parfois, vous donnez l'indication d'une césarienne, et puis il y a tout un... Pour parler à côté, il y a beaucoup d'autres interférences et tout. Je me souviens que quand je tends un peu l'oreille dans le grand public, on nous accuse, hein, les hôpitaux, de catégorie là, que vous aimez trop la césarienne. Oui, là c'est sûr. Ah, voilà. À peine la douleur a commencé qu'on dit non, c'est une césarienne parce très que bien. vous faire de l'argent. C'est un procès... Bon, il est déjà conclu, vous êtes coupable. C'est un faux procès pour dire la vérité, c'est que la plupart des hôpitaux de première catégorie que je sais, ce sont des hôpitaux qui travaillent avec des protocoles. Vous ne pouvez pas poser une indication. Si je prends l'exemple de l'hôpital gynéco-obstétrique ou de l'hôpital général et tout, qui ont des équipes, la Kentidi, qui ont des équipes qui est constitué des professeurs d'université et tout, vous ne pouvez pas poser une indication de césarienne sans pouvoir la défendre. Dans dans une réunion scientifique. Vous ne pouvez pas. Et donc, on ne pose pas d'indication fantaisiste. Mais pour le malade, vraiment, c'est... Et, vous savez, j'ai travaillé en brousse avant de venir travailler en ville. Là-bas, le médecin est quelqu'un de pris individuellement et quelqu'un de sentimentaliste
qui voudra écouter. Non, vraiment, est-ce qu'on ne peut pas essayer un peu encore? Vous dites que non, vous appelez, vous donnez le conseil, on vous dit que est-ce qu'on ne peut pas essayer encore? Vous dites, bon, on va essayer, non? On commence à essayer, mais quand ça se gâte, c'est vous. Donc, surtout qu'on pense que l'accouchement par césarienne n'est pas un accouchement en tant que tel. Voilà, donc vous voyez qu'il faut que les gens apprennent à savoir qu'on fait très peu, on fait encore très peu de césariennes chez nous, comparé aux autres. Maintenant, quand les gens voient l'hôpital général ou bien l'hôpital gynéco, ou qui sont les hôpitaux de référence, on fait peut-être sur 100 accouchements, 20 césariennes. Mais parce que les malades en y arrivant sont déjà dans une étape compliquée. Quand vous allez en brousse, les statistiques montrent qu'on ne perd même pas 5% et que c'est une des risques, c'est un des facteurs des complications. Donc, j'ai un peu divagué, mais c'était pour dire non, c'était important, puisque vous avez déjà ouvert la brèche sur la césarienne. Il m'a été, plusieurs personnes font état de ce que désormais, les femmes peuvent aller jusqu'à 6 césariennes. Oui. Jusqu'à Oui. très récemment, on savait qu'à 4 césariennes, on s'arrêtait. On s'arrête. Maintenant, on peut aller jusqu'à 6. Est-ce que là aussi, c'est pas un risque? Est-ce qu'il ne faut pas aussi respecter un délai entre les grossesses? Bien entendu, en respectant toujours le délai minimal prescrit par l'OMS entre 2 grossesses, c'est entre 18 et 24 mois. D'accord. Voilà, c'est le délai minimal entre 2 grossesses. Donc, en respectant ça, hein, bon, ce n'est pas parce qu'on peut aller jusqu'à 6 que nous disons aux femmes d'aller à 6. C'est parce que, bon, nous les Africains, on aime les enfants. On va vous dire que non, vraiment, je voudrais encore un dernier. Généralement, on s'arrête à 3, 4. Mais il est possible d'aller jusqu'à 6. Oui. Pourquoi pas? Peut-être que quelqu'un de têtu un jour dira même que allons à 7, hein, parce que dans d'autres pays, hein, dans la littérature, on en a vu qui sont arrivés même à 8. Hein. Donc, c'est pour dire que oui, même, il faut aussi savoir que même les multiples césariennes peuvent être pourvoyeuses de fistules. Parce qu'à chaque fois qu'on fait des césariennes, on crée des adhérences. Ce n'est pas au même endroit qu'il y a l'ouverture chaque fois? Non, ça devrait être au même endroit pour ne pas vous donner des multiples cicatrices. Maintenant, à l'intérieur, il y a quand même, quelle que soit votre habileté, vous créez quand même des petites des adhérences. C'est-à-dire que les structures viennent se coller, hein, et il y a des risques à chaque fois que vous ayez des petites complications. Donc, votre question, c'était, est-ce qu'après fistule, on peut accoucher? Oui, bien entendu. Il y a même des fistules qui guérissent toutes seules. D'accord. Ça dépend de la complexité. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un tout petit trou qui coule, que vous avez découvert, hein, et que vous avez identifié que c'est tout petit. Ce que vous faites, c'est que vous maintenez par exemple la sonde urinaire. Vous avez une petite communication entre peut-être la vessie et tout, et c'est tout petit. Vous maintenez la sonde urinaire plusieurs jours et ça se referme tout seul. Vous maintenez la sonde urinaire et puis quand la dame revient, qu'on a enlevé, on voit que on n'a même pas besoin d'aller. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que les femmes qui découvrent qu'elles ont les fistules, on a parlé tout à l'heure, les statistiques sont élevées dans les pays défavorisés. Dans ces pays défavorisés, c'est dans les zones rurales très éloignées que c'est vraiment élevé. Est-ce qu'on ne peut pas aussi dire que le coût de la réparation ou de la chirurgie réparatrice est encore un peu élevé? Il oscille entre 300 et 600 000. Est-ce que... C'est même très élevé, voilà. Soyons honnêtes. C'est élevé. Bon, maintenant, c'est élevé du fait de qui? C'est élevé à cause du pouvoir d'achat du Camerounais. Mais c'est élevé du point de vue du patient. Hein, c'est élevé, c'est catastrophique. Il y a un principe en management qui dit que s'il y a un soin qui dépasse le salaire de la personne, ça veut dire que c'est un coût catastrophique. Oui, c'est ce que j'ai appris dans le cours de management.
plus hauts fonctionnaires du Cameroun gagnent 400 000 francs. Si vous avez une intervention chirurgicale de 400 000 francs pour une dame de la zone rurale, c'est certainement élevé. Mais la faute à qui? Est-ce que c'est la faute à celui qui pratique ses cours? Non, parce que lui, il achète le matériel, il achète tout, il paye les autres choses. Donc, le problème, il faut aller voir tout le système et voir comment on finance la santé. Donc, je suis parfaitement d'accord que c'est même très élevé. Mais, il faut dire que on a quand même fait un effort que chaque fois qu'on organise ces campagnes pour soigner les fistules, les coûts sont subventionnés. Et je crois, si je ne me trompe pas, que même les malades qui se dirigent d'elles-mêmes à l'hôpital maintenant pour les fistules, il y a quand même des choses qu'on fait pour les faciliter, certaines choses. Parce qu'on voudrait se présenter comme un pays sans fistule. Pour être honnête, la fistule, le taux d'incidence de la fistule peut être utilisé comme un indicateur de qualité des soins obstétricaux dans un pays. Donc, même les praticiens seraient contents qu'on dise un jour qu'au Cameroun, il n'y a plus de fistules. D'accord. Alors, les fistules constituent une des causes de mortalité maternelle, mais également mortalité des bébés. Oui. Expliquez-nous cela, c'est-à-dire... Disons que la fistule elle-même, elle n'est pas une cause, la mortalité, on peut vivre avec sa fistule si, bon, sauf que si rien n'est fait, on va certainement avoir des infections qui vont entraîner plus tard, soit des septicémies et tout ça qui vont... Sauf que en association avec la fistule, le plus souvent, des femmes qui vont se présenter avec des fistules auront perdu leur bébé. Vous comprenez? C'est surtout la mortalité néonatale. Elles auront perdu leur bébé parce que, comme nous avons dit là, le travail est prolongé. 2, 3, 4 jours. Le bébé, finalement, parfois même, au moment où on se décide de faire la césarienne, le bébé est déjà mort dans le ventre. Voilà. Ou alors il est déjà tellement fatigué, il sort asphyxié. Donc, la fistule, elle n'est pas la cause, mais elle est associée, disons comme ça. Elle est associée à une mortalité périnatale élevée. Voilà. Et la mortalité maternelle à ce niveau, où est-ce qu'elle rentre, la mortalité maternelle? Je comprends que la mortalité du bébé, c'est parce qu'il y a eu souffrance fœtale et tout. Oui. Le volet maternel... Disons qu'en réalité, la fistule, parce qu'il y a scientifiquement, je comprends votre question, mais de façon scientifique, la mortalité maternelle a une définition claire. La définition de la mortalité maternelle, c'est une mort qui survient du début de la grossesse jusqu'à 42 jours après l'accouchement. D'accord. Et si on prend cette définition comme ça, Ouais. on ne peut pas dire que la fistule, parce que la fistule ne va pas vous tuer rapidement. Ouais. Vous comprenez? Oui, la fistule peut tuer la maman, mais elle ne va plus rentrer dans le cadre global de ce qu'on a appelé mortalité maternelle en tant que telle. Mais c'est une cause de mortalité dans la population générale, du fait que ça peut entraîner des infections, ça peut même entraîner des suicides. Parce que si on se suicide, comme on a dit tout à l'heure, parce qu'on est stigmatisé et tout, il faut compter ça aussi comme mort. D'accord. Je vais prendre le deuxième volet relevé par les autorités sanitaires, toujours dans le cadre de la lutte contre cette maladie. Ils parlent d'une mobilisation massive pour soutenir l'élimination de la maladie. Oui. Qui doit se mobiliser, vous ou les femmes malades? Ou la mobilisation, c'est physique ou c'est financière? Moi, je pense que la mobilisation le ministère doit commencer à se mobiliser comme ils le font, en formant les experts. Je crois que
en collaboration avec les plus grands experts, on fait des séminaires de formation. Quand le bateau Mercy Ship est venu, on a formé d'autres experts. La mobilisation aussi, c'est le financement, la subvention de la prise en charge des fistules. On doit pouvoir le faire. Je ne peux pas vous dire si elle est effective ou pas, parce que, ouais, on doit pouvoir le faire. Mais je crois que le ministère a manifesté la volonté de le faire. On doit pouvoir subventionner, parce que si les femmes apprennent que si je vais à l'hôpital, que j'ai de l'argent ou pas, on va me soigner de ma fistule, bien, elles vont, le bouche à bouche, comme on dit au quartier, de proche en proche, elles vont informer les autres qui auraient tendance à se cacher et aller soit chez le marabout ou chez le pasteur pour la prière, de venir à l'hôpital se faire soigner. La mobilisation, c'est aussi les leaders. Les leaders dans la société, ce sont les députés de la nation, ce sont les maires. Bon, on parle de décentralisation, de plus en plus. Ce sont elles qui vont s'impliquer et puis, même dans les quartiers, organiser même dans les réunions de quartier, appeler les experts à venir en parler. La mobilisation, c'est les médias. Au moment... Encore nous. Voilà, c'est les médias, non pas seulement la télé, la radio et tout ça. La mobilisation, c'est les médias. Et je pense qu'une des choses, en dehors de ce que je vous dis déjà, merci, je vous félicite pour ce que vous faites. En plus, il y a possibilité d'organiser les échanges même médiatisés entre les malades. Il y en a qui voudront se cacher, mais on en connaît qui seraient prêts à venir témoigner, à venir en parler à la télé. Venir dire, moi dans mon cas, voici ce que j'ai fait, voici comment je me cachais, voici ce qui m'est arrivé, voici comment j'ai résolu ça. Donc la mobilisation, vraiment, elle est globale. Maintenant, ne me demandez pas qui va engager cette mobilisation. Mais vous-même, vous pouvez engager, vous êtes personnel de santé. Bon, maintenant, quand vous parlez de mobilisation, moi, je reste dans le cadre où les principales victimes ne se trouvent pas à Douala ou à Yaoundé. Les principales victimes se retrouvent dans des zones assez reculées. Si aujourd'hui nous décidons d'aller sensibiliser, comment on fait quand le personnel de santé n'est pas là-bas? Parce que le communicateur ne peut pas aller parler de ce qu'il ne maîtrise pas. C'est vrai. Comment on fait donc? On veut se mobiliser, mais comment on fait? Non, votre mobilisation, c'est d'organiser les émissions comme ça, c'est d'en parler. C'est d'en parler. C'est une mobilisation. Maintenant, je vous ai dit qu'il y a les stratégies mobiles. Il y a des stratégies mobiles. Et là, quand vous dites ça, je dois le confesser devant vous qu'elle n'est pas faite comme elle se devrait. Parce que, normalement, quand dans un département, on a affecté un gynécologue, on devrait lui donner les moyens de couvrir tout le département, d'aller dans les centres de santé et de son aire de santé. Ça devrait rentrer dans son emploi du temps et on devrait lui donner les moyens de le faire. Comme ça, il ne sera pas seulement le médecin du bureau qui attend qu'on vienne vers lui. Il peut aussi aller vers les autres et les amener à l'hôpital. Mais pour cela, il faut qu'on lui donne les moyens. Donc, je suis d'accord avec vous que la question que vous me posez, je ne peux donner que mon opinion. Et je ne peux donner qu'une opinion, une petite opinion. Vous relevez beaucoup les moyens. Est-ce que le médecin, parce que tout à l'heure, vous avez parlé de l'humanisation. Oui. Nous tous, on sait que jusqu'à une certaine époque, et je pense même que c'était un des challenges du ministre de la Santé publique. Dès qu'il est arrivé, il faisait le tour des hôpitaux pour parler de l'humanisation des soins. Et également, la première personne pointée du doigt, c'est le personnel soignant, qui accueille mal, qui parle mal. Et on sait, vous avez dit, quand la femme arrive, il faut pouvoir lui parler. Elle est en pleine contraction. Elle dit tout et n'importe quoi. Vous êtes gynécologue, vous savez Oui, bien sûr, bien sûr. À ce moment-là, celle qui va mal lui parler, par exemple,
Comment on fait? Est-ce que là aussi, ça ne devrait pas... Là, on n'a pas besoin de moyens, forcément. Non, je suis d'accord Là, avec vous. Je suis d'accord avec vous, mais il y a ce que moi j'appelle la bouc-émérisation du personnel de santé. d'accord. C'est très facile de déverser tout sur le personnel de santé. Il y a beaucoup de vérité, hein, on ne va pas se mentir. Le personnel de santé appartient à une société, Oui. qui est la société camerounaise, avec ses défauts. Maintenant, au milieu de cette société, chacun essaye, l'effort que chacun doit essayer de faire, c'est d'essayer de travailler avec conscience et humanité. Et à l'hôpital, on trouve des gens qui travaillent avec conscience et humanité. Malheureusement, on en trouve encore qui ne le font pas. Mais je dis qu'on en demande trop aux médecins. Parce que je vais vous prendre un exemple pour soutenir le fait que je dise qu'on demande trop aux médecins. Si vous venez à l'hôpital et que vous saignez, et que le personnel qui est là n'a rien fait, par exemple, et que, je ne sais pas, quand je dis n'a rien fait, et que non, vous décédez parce que vous pensez, votre interprétation, c'est qu'il n'a rien fait. Oui. La première personne, la première victime, c'est le médecin et l'infirmier qui étaient là-bas. Mais pourtant, il peut très bien s'agir d'un infirmier qui avait toute la volonté, mais qui regarde autour de lui, il n'y a pas une paire de gants, de soins. Vous comprenez? Il n'y a pas un petit masque pour mettre en période de Covid. Il n'y a pas un équipement de protection. Je n'ai pas dit que c'est ce qui se passe toujours. Hein. Je dis qu'il peut s'agir de ça. Mais parce que lui, il n'aura pas couru ramasser le sang avec ses mains. Il sera la première victime. Il sera la première victime à être condamnée. Vous comprenez? Bon, si je me retrouve en cette position-là, vous savez ce que moi je vais faire. Et ce que je conseillerais aux gens de faire, c'est que si j'ai 1000 francs dans la poche, je vais au moins courir, prendre la paire de gants et au moins tamponner. Au moins tamponner. Après, je vais voir. Maintenant, je peux tamponner. Après, il est besoin qu'il y ait de glucosé qui arrive ou bien de ceci, et que cela n'arrive pas. Donc, il n'y a pas à déverser tous les maux du système sur le personnel qui est au premier plan. Parce qu'on doit lui donner les moyens. Et si on donne les moyens à ce personnel-là, après même, les brebis galeuses vont se faire éliminer d'elles-mêmes. Bon, je peux venir là et faire de la langue de bois et dire que... Non, je dis que oui, il y a des brebis galeuses. Il y en a qui sont même... qui nous énervent, même dans le corps. Que nous-mêmes, après, on leur dit que non, vous êtes venus faire quoi dans ce corps de métier? Mais il y en a qui se battent farouchement et qui, à la fin, on leur dit que vous êtes mauvais, ou bien qui entendent ce qui se dit sur les réseaux sociaux et tout ça, et que c'est mauvais. Je rappelle que vous le dites, vous avez été reconnu comme quelqu'un qui a beaucoup combattu la corruption dans les formations hospitalières, notamment dans la région du Sud-Ouest ou à l'hôpital régional de Limbé. Merci. Merci. Donc, vous savez bien de quoi vous parlez. Mais est-ce que là aussi, bon, vous avez déjà dit, c'est le système. Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour arranger tout cela? Il faut humaniser. Le mot, on va pas fuir le mot. Il faut humaniser. Il faut que sur un plan individuel, que chacun commence à faire son travail. Moi, quand j'enseigne mes étudiants, quand je parle de mortalité maternelle, je finis toujours par une phrase. Chaque fois que vous quittez l'hôpital, posez-vous la question, est-ce que j'ai posé un acte susceptible de sauver une vie aujourd'hui? Si c'est une seule, soyez content, soyez souriant. Chaque fois que vous quittez la salle d'accouchement,
si vous êtes accoucheuse, si vous êtes accoucheur, vous vous dites, est-ce que je fais quelque chose qui aurait pu tuer un malade aujourd'hui, consciemment ou inconsciemment? Si vous répondez positivement à cette question-là, tant mieux. Peu importe, hein, malgré ça, vous aurez toujours la critique. Ne prêtez pas grande attention, prêtez attention à votre conscience. Il faut humaniser. Maintenant, pour conclure sur le sujet, pour que ça finisse, il faut que la chaîne, toute la chaîne de prise en charge de la fistule, il ne doit pas avoir de faiblesse. En commençant par la femme elle-même. Chaque femme doit savoir que quand elle s'engage à une grossesse, elle fait un combat contre une éventuelle fistule. J'ai parlé de la fistule, je pouvais parler de la prééclampsie, je pouvais parler de la... Je peux même parler, si je veux être radical, et qu'elle commence un combat qui peut s'arrêter, qui peut se terminer à la mort. Ouais. Donc il faut qu'elle se donne toutes les chances pour en sortir vainqueur. Les moyens qu'elle peut se donner, c'est aller se faire consulter à l'hôpital, dans un centre de santé. Le ministère a mis en place un système tel que dans le plus petit centre, même dans la case de santé, on peut faire les CPN. Et le CPN, c'est consultation prénatale. On peut sélectionner les cas qui sont au-dessus de chaque niveau et envoyer au niveau suivant. Au personnel de santé maintenant, il faut, si on pense que sa formation initiale n'a pas été bonne, il faut qu'on parte se reformer pour être capable de détecter les complications à temps et de les référer à qui sait mieux faire. Les accoucheuses doivent être formées. Et puis, le ministère doit faire l'effort de s'assurer que les gens ont des formations continues tout le temps. Ils doivent cibler les maladies qui sont débilitantes, qui sont pourvoyeuses des handicaps sociaux pour mettre de la subvention, pour commencer ne serait-ce que par là. Et puis, si malgré tout ça, on a de la fistule, il faut aller consulter. Même si ça a été méconnu, on sort d'une maternité, on arrive à la maison, avant que l'urine commence à sortir par le vagin, il faut aller directement à l'hôpital. Quel que soit l'endroit où on est, il faut aller à l'hôpital. L'hôpital, je suis sûr que dans chaque région maintenant, il y a des personnes qui sont formées pour pouvoir prendre en charge des fistules simples. Ouais. Si la fistule est compliquée, on va probablement référer au professeur Pierre-Marie Tebeu qui est au CHU à Yaoundé, ou bien au professeur Émile Télésphore Boudou qui est à Douala, ou à docteur Ina qui est à Douala, qui a été formé, ou à... Donc voilà les mots d'optimisme sur lesquels je voulais finir. D'accord. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi quand même dire aux femmes que elle peut être réparée avec la chirurgie ou sans la chirurgie, mais tenir dans un coin de sa tête qu'il peut avoir des échecs? Bah, je vous emprunte les mots, j'achète vos mots. Oui, il peut avoir des échecs, mais on peut minimiser les échecs. Il ne faut même pas aller sur le... Moi, je pense qu'il ne faut pas retenir l'échec. Parce que si on retient l'échec, on va commencer à se sélectionner soi-même. Est-ce que mon cas ne va pas échouer? C'est-à-dire que l'échec doit être... Voilà, l'échec doit être le résultat qui surprend. Ouais. Hein? Je suis comme... Je dis à mes enfants que quand moi je pars à un examen, même maintenant à mon âge, je fais tous des examens. Je ne pense pas à l'échec. Pourtant, je sais que je peux échouer. Je m'en vais pour passer, je m'en vais pour réussir à l'examen. Donc, si vous avez votre fistule, dirigez-vous dans le centre de santé si vous êtes en zone rurale, dirigez-vous à l'hôpital si vous êtes en zone urbaine, dirigez-vous quelque part, on saura comment vous orienter parce qu'il y a des experts qui peuvent réparer la fistule et parce que la fistule, ce n'est pas une maladie de la honte.
Ne vous dites pas que qu'est-ce qu'on va dire de moi. Non, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez eu une maladie qui est la conséquence de vouloir perpétuer l'humanité. Hein? Et donc, on devrait même vous respecter. S'il y a un seul qui tente de se moquer de vous, cette personne, elle est un peu crazy, comme les anglophones disent. Et il faut y aller avec beaucoup d'optimisme. Avec beaucoup d'optimisme. Merci beaucoup, docteur Robert Tunzu. C'est moi. Merci pour cette grande leçon d'obstétrique. Merci beaucoup. On espère vous recevoir encore bientôt. Peut-être pas toujours pour la fistule, mais un autre point dans la gynécologie. Tout à l'heure, on a parlé d'accouchement, de césarienne et des autres, de la prééclampsie et autres. Merci Donc c'est un champ assez vaste. On espère vous recevoir bientôt encore pour un autre volet de cet aspect-là. J'espère n'avoir pas été fatigant pour vous-même et pour vos nombreux téléspectateurs. Non, si on veut apprendre, on ne se fatigue pas. Merci beaucoup. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir été des nôtres et à jeudi prochain.